Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Pas assez nombreux à mon goût, mais merci à ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, donc, on va parler de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet qui commence à émerger ici et là. On a vu des députés présenter une loi d'expérimentation cet hiver, en février. On sait qu'il y a potentiellement une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée pour l'année prochaine. Donc c'est un sujet qui fait parler de lui, qui a comme principal intérêt qu'il a un enjeu qui est un enjeu sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de vous l'expliquer, une des manières de faire changer notre société de la manière à la fois probablement la plus chouette et la plus douce. Pour en parler, Bruno et Marie-Océane vont se présenter l'un après l'autre ou l'un après l'autre. Marie-Océane, à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous à l'heure du déjeuner un samedi. Donc moi, je suis Marie-Océane Fekaeri. Je suis en cours d'installation en viticulture en Bourgogne. J'accompagne une ferme dans l'Yonne qui est productrice de semences et de CBD. Et je suis sociétaire, donc actionnaire d'une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan et qui fait partie des membres fondateurs de la sécurité sociale de l'alimentation au niveau national en tout cas. Bonjour et merci d'être venu à cette heure du repas. Donc Bruno Fiallo, alors j'ai été présenté sous deux étiquettes, mais je vais parler avec une pour ne pas mélanger les pinceaux. Donc je suis fonctionnaire territorial, je coordonne le plan alimentaire territorial du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et je vais plutôt parler du point de vue du militant du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation du 18e arrondissement de Paris. Pour une raison simple, c'est que la SSA n'est pas... elle est validée par mon président, mais comme je travaille pour 24 villes, on va attendre un petit peu que le PAD soit mis en place et que la SSA progresse sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Même s'il y a déjà beaucoup de collectifs, une mairie, le Crénin-Bicêtre, d'autres qui sont en train d'y travailler. Mais effectivement, comme ça a été dit, c'est en plein boom, c'est en pleine évolution et il est temps de se poser des questions de fond sur pourquoi, comment, mais ça, voilà. Donc c'est bien en tant que militant du collectif SSA ce jour que je vais prendre la parole. Marie-Océane, est-ce que tu peux nous dire en 3 phrases quelle est l'histoire de la SSA et quel est son lien avec la sécurité sociale de la santé ? Ah oui, en 3 phrases. La sécurité sociale de l'alimentation et non pas la sécurité sociale alimentaire. Ça peut paraître un détail, mais c'est hyper important. Elle est née, on va dire, d'un constat que trop de gens mangent mal ou mangent pas à leur faim en France, et trop d'agriculteurs vivent mal de leur travail et de leurs revenus. Et donc on a essayé de réfléchir à plein de structures, comment on pouvait imaginer collectivement de solutionner ces 2 problèmes d'un coup. On s'est dit, on va faire comme la sécurité sociale. Après tout, on n'a pas besoin d'attendre que l'État mette en œuvre des choses pour pouvoir les faire. Et donc on va réfléchir collectivement de l'endroit de la société pour se réapproprier la question de la démocratie alimentaire et du revenu paysan. Voilà. Un petit peu sur l'origine de la sécurité sociale de la santé, petit bout d'histoire. Ah bah oui, ça c'est très important. Donc c'était dans le Conseil national de la résistance. C'est un accord qui a été passé par l'ensemble des branches de la résistance, bien sûr avec une forte influence de la CGT et du Parti communiste à l'époque. On est en 44-45. Et donc Ambroise Croizat, le ministre du gouvernement d'union nationale du premier gouvernement, a mis en place avec un haut fonctionnaire, je m'excuse, j'ai oublié son nom, qui n'était pas lui communiste, mais ils ont réussi à travailler ensemble et à mettre en place la sécurité sociale de la santé, qui est le regroupement au départ de beaucoup de mutuelles, de centres de santé municipaux, locaux. Enfin bon, il y a eu un grand travail de rassemblement de tout ce qui était épars et de construire comme ça sur des bases très claires, c'est-à-dire que ce sont les syndicats qui géraient
la sécurité sociale en 47, ça a changé malheureusement en 67, mais ce sont bien la majorité ouvrière française qui gérait la sécurité sociale et qui la gérait plutôt bien parce qu'ils avaient moins de problèmes que nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est bien sur ce modèle-là qu'est construit le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça change, Bruno, sur le plan démocratique? Pourquoi c'est démocratique particulièrement? Alors, comme pour la sécurité sociale de la santé, la sécurité sociale de l'alimentation permet à toute citoyenne ou citoyen de participer, de donner son avis à tous les niveaux de la construction de sa caisse locale, on va parler comme ça, et puis même de peut-être un jour quand il y aura de la caisse nationale, c'est-à-dire que chaque citoyenne et citoyen, alors pour moi c'est à partir de 16 ans, donc on peut participer, après chaque collectif le fait, mais on doit se retrouver dans l'état où on est, dans le local, le site où on est, la ville où on est, ou le village où on est, et chacun doit pouvoir donner son avis sur où j'en suis de mon alimentation, qu'est-ce qu'ensemble on peut faire, comment les paysans et les agriculteurs peuvent être rémunérés correctement et arrêter de se suicider, comment ces mêmes professionnels, producteurs et productrices peuvent nous nourrir avec des produits sains et de qualité, donc plutôt biologiques, enfin avec le moins d'intrants possible et le moins de pesticides, et comment nous, dans notre assiette, on peut avoir tous la même assiette, accès à un même niveau de nourriture de qualité, quel que soit notre niveau de revenu. Voilà, je suis un peu bavard, bon, je m'arrête là. Je vais te relancer sur une question. On entend régulièrement dire que les gens, en fait, ils ne savent pas comment se nourrir. Et qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait leur confier d'avoir à choisir ce qu'ils ont ce qu'ils peuvent mettre dans leur assiette, puisque la preuve, ils se nourrissent mal aujourd'hui. C'est faux. C'est faux du point de vue idéologique et culturel. Je dis c'est faux parce que j'habite un HLM, moi, dans le 18e, et mes voisins qui n'ont pas les moyens achètent de la malbouffe parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du bio. Et s'ils achètent du bio, ils achètent un panier et le reste de la semaine, ils ne mangent plus rien. Donc déjà, il y a l'aspect social et économique qui est très important. Il y a un aspect culturel, effectivement, et là, tu as un peu raison, c'est qu'effectivement, il faut sortir du burger et du McDo et du Coca, etc., et du kebab. Et donc, il y a un vrai travail. Mais en sortir, je le dis déjà mal, on doit travailler ensemble dans notre diversité, à vivre ensemble, parce qu'on peut manger il y a des burgers et des kebabs bio, mais après, on doit travailler ensemble à la connaissance de l'alimentation, et donc avec des professionnels, avec les gens de santé, avec les producteurs, avec les distributeurs. C'est là où la démocratie joue son plein, c'est qu'on se retrouve dans une commission, une coordination d'entraide et de partage des savoirs. Et ça, c'est très important, qu'à partir du moment où on s'entraide et on se partage les savoirs des uns et des autres, que les habitants des quartiers populaires, ou pas d'ailleurs, aillent voir ce que fait le producteur, que les producteurs viennent rencontrer les habitants, qu'il y ait des vraies rencontres et de vraies reconnaissances, c'est important, des uns et des autres, que les paysans puissent expliquer la galère dans laquelle ils sont, que les habitants, notamment des quartiers populaires, ceux qui sont dans la même bouffe, qui mangent mal, expliquent quelles sont leurs difficultés, et ensemble, on arrive à trouver, et c'est ça que j'appelle l'étincelle, dans le dialogue et dans la discussion, on arrive à trouver les moyens de s'en sortir. D'où les expérimentations, soit de caisses, soit de mutuelles de sécurité sociale de l'alimentation. Alors justement, dans ces caisses et dans ces expérimentations, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'acculturation qui se fait non seulement entre les citoyens, mais qui se fait aussi avec des experts. Est-ce que parmi les experts, il y a les agriculteurs? Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont à en tirer de ça? Donc effectivement, dans les commissions, normalement, en tout cas sur une part des expérimentations, normalement, on doit avoir un collège, on va dire, qui va choisir ensemble en connaissance de cause. Donc ça veut dire qu'il y a bien de l'interformation, en fait, de l'éducation populaire qui va nous permettre, nous paysans, de comprendre quelles sont les attentes de notre territoire vis-à-vis de l'assiette, et vice-versa, de comprendre quelles sont les contraintes de l'agriculteur vis-à-vis de la production de la dite assiette. On ne va pas fournir des fraises au mois de décembre si on veut faire de l'agriculture biologique, même si c'est hyper bon les fraises, on est tous d'accord avec ça. Au même titre que dans des bassins où on aurait des populations, je ne sais pas, libanaises par exemple, fortes, et bah peut-être qu'eux, ils auraient envie qu'il y ait du kéfré disponible, qui soit produit sur place. Donc c'est un blé vert fumé qui est hyper bon. Si vous n'en avez jamais goûté, je vous enjoins vraiment à goûter ça, et qui est
on va dire, vraiment culturellement basé sur ces populations. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire son territoire alimentaire, côté mangeur, et nous, côté agriculteur, c'est de pouvoir produire des légumes où on est sûr qu'il y a un marché, avec un prix fixe, puisque c'est quand même aussi une des idées de ce conventionnement, c'est que les mangeurs vont établir le ticket maximal, on va dire, qu'ils sont prêts à venir donner pour leur panier alimentaire. L'idée de cette SSA, on ne l'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, mais c'est un ticket universel. Le premier montant qui avait été posé, qui a été posé presque il y a une dizaine d'années, donc il est possible qu'on ait besoin de le réviser, était de 150 €. Voilà, on sait que le panier alimentaire a quand même sérieusement augmenté ces 10 dernières années, donc il serait bien que la somme soit révisée, mais les expérimentations à l'heure actuelle, c'est 150 € par mangeur, sans distinction d'âge, ni de classe, ni de revenus. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre en place un dispositif alimentaire collectif qui nous permette de sortir des affres sociaux dans lesquels nous plonge l'aide alimentaire. Qui est capable, même quand on a faim, d'aller à Emmaüs ou d'aller faire au Resto du Cœur pour en plus se faire distribuer de la malbouffe qui sert à défiscaliser aux entreprises qui créent cette dite malbouffe pour avoir de la valeur ajoutée, alors que normalement c'est un système économique déficitaire. Enfin bon, je vous enjoins à lire Bénédicte Bonzi pour ça. Elle le fait très bien et elle en parle très très bien. Donc voilà, c'est déconstruire la violence de l'inégalité alimentaire en France. Oui, on continue. Alors effectivement, 150 € par mangeuse et mangeur dans une famille de 4, voilà, ça fait déjà une somme conséquente. Et donc il y a aussi un travail important. Alors pour l'instant, en France, il y a des expérimentations. Alors officiellement, il y en a une trentaine, mais on est déjà vers les quarantaines et c'est en train de se déployer dans un maximum de villes et de villages et de quartiers. Les municipales sont l'année prochaine, donc vous allez voir, ça va être dans beaucoup de programmes municipaux de différents partis politiques. Donc c'est en train vraiment de prendre. La difficulté va être dans le conventionnement, et ça je voudrais rappeler ça, c'est bien chaque citoyenne et citoyen qui participe au travail de conventionnement dans la diversité avec les producteurs et avec les distributeurs. Est-ce que tu peux définir le conventionnement? Quelle forme ça prend? Alors les habitants se retrouvent, donc se forment les uns les autres, font un état de leur situation, un état de lieu, on va dire un diagnostic, mon côté fonctionnaire qui revient, et à partir de là, on décide de passer une convention, donc c'est un contrat, un accord, par écrit évidemment, avec les producteurs. Donc on va décider que telle et telle productrice et producteur sont conformes aux indicateurs qu'on se sera créés tous ensemble. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des indicateurs parce qu'ils sont très variés en fonction des expérimentations, mais il y en a quelques-uns qui sont toujours les mêmes. Mais bon. Et puis pareil avec les distributeurs. Il y a même des villes où, par exemple dans un village où il n'y a pas de magasin bio, il y a un petit supermarché, ils font le conventionnement seulement par exemple pour les produits bio ou produits localement par les producteurs locaux qui sont vendus dans tel et tel rayon. Donc ça peut aller loin aussi, hein, c'est très très détaillé. Donc ça donne la mesure de l'implication des citoyennes et citoyens dans leur groupe de travail pour préparer tous ces conventionnements. Voilà. La question la plus ardue, mais on en viendra peut-être tout à l'heure, c'est le financement, les recettes et le fonctionnement et le financement de ces expérimentations. Mais là, on ira sur les deux propositions de loi qui sont en cours de travail par les parlementaires. Sur la sécurité sociale, ce qui est important de dire aussi, c'est que cette démocratie, elle est tellement transversale qu'elle permet, et ça c'est le républicain qui parle, de recréer une république. La relation, y compris avec les élus, avec les services publics, parce que quand il y a des plans alimentaires territoriaux, beaucoup aboutissent à des sécurités sociales dans pas mal d'endroits. Et donc il y a des liens qui se tissent, y compris entre les experts, entre les habitants, et tout le monde devient à son niveau un expert. Et c'est ça qui est très fort, c'est que la culture et la connaissance, c'est gratuit. Une fois qu'elle est partagée, elle est partagée par tous. Et à partir de là, ça donne un levier, une puissance, et ça casse les plafonds de verre que certaines populations peuvent avoir. Voilà, que ce soit les populations populaires, les populations racisées ou les autres, tout le monde trouve sa place dans cette démocratie alimentaire. Et c'est tout bête, je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni ethnologue, mais ce qu'on met dans notre bouche et ce qu'on met dans notre corps, c'est tellement important que là, on partage beaucoup de choses. Et puis, on mange ensemble, on apprend à partager. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps à cuisiner du fonio.
Ok, c'est une céréale qui vient du Burkina Faso, qui est super bonne pour la santé à ce qui paraît. Je ne suis pas scientifique non plus, mais voilà. Et ben moi, j'apprends à mes amis africains à manger du chou, parce que pour eux, c'est un peu compliqué. Mais on rigole bien, et ça recrée aussi une dynamique. Donc, ça crée une dynamique citoyenne, antiraciste. Enfin voilà, et ça nous permet de refaire République. Moi, je voudrais rebondir sur l'aspect connaissance de cause. En fait, on en rit, mais c'est fréquent que dans nos milieux, quand on commence à parler sécurité sociale de l'alimentation, on entend les phrases, t'es pas allé jusqu'au bout Isabelle tout à l'heure, mais où c'est oui, mais vous comprenez, les pauvres, ils préfèrent s'acheter un smartphone que manger bio. Et ce genre de phrases, qui sont des phrases clairement de mépris de classe, par la connaissance de cause, en fait, on en sort. Parce qu'il y a une possible déconstruction des idéaux. C'est-à-dire que quand vous prenez le temps d'expliquer à quelqu'un en quoi manger des fraises l'hiver ou en quoi être capable de manger de la viande à tous les repas, ça va avoir un impact sur la planète, ça va avoir donc un impact sur vos quotidiens, sur vos 34 degrés à Paris sous vos petits toits dans vos mansardes. Je pense que vous êtes bien là cette semaine. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là, on va dire gain global, qu'il ne faudra pas occulter. C'est-à-dire que là, on le prend par l'aspect de l'alimentation et de l'agriculture, mais ça va venir toucher à plein d'autres dimensions. Et le fait de mieux se connaître, de pouvoir discuter avec ses voisins, y compris ses voisins, on va dire, un peu éloignés socialement, permettent de comprendre où se joue cet éloignement. Et il y a quelque chose qui est assez touchant, parce que c'est la SSA, elle a été mise en expérimentation il y a déjà plus de 10 ans. Il y a un documentaire qui s'appelle La part des autres, qui a été monté par le réseau Sivan, mais qui parle, c'est pas vraiment de la SSA, mais c'est un début où on a des agriculteurs qui viennent dans les quartiers brestois en grande difficulté sociale, et où en fait la population en difficulté se rend compte que les paysans en face d'eux sont encore plus en difficulté socialement qu'eux-mêmes. Et il y a une sympathie qui se crée, de l'écoute, etc. Et où on sort finalement de nos distorsions de posture sociale et sociétale. Alors, je vais compléter parce que moi j'ai rencontré des gens qui ont fait l'expérimentation dans le Vaucluse de la ville de Cadenet, et ce qui s'est produit, c'est non seulement que la culturation des citoyens qui ont participé à l'élaboration des choix alimentaires, des modes de conventionnement et de distribution a été un vrai succès et un véritable engouement, mais ce qui s'est produit derrière, c'est aussi que du coup, il y a des paysans qui allaient renoncer à rester en bio ou qui se demandaient s'ils allaient passer en bio, qui sont passés en bio. C'est-à-dire que la sécurité sociale de l'alimentation, cette chose qui, moi, me paraît important, et je vais vous demander de rebondir là-dessus, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement systémique, et que c'est systémique sans contrainte. Ça n'est pas un changement de système violent, c'est un changement de système par le désir. Alors ça, c'est le plus beau, effectivement. C'est par le cœur et la rencontre. On en a parlé tout à l'heure. Tous ces citoyennes et citoyens, dans leur diversité, se rencontrent. Ils apprennent à coopérer. Et coopérer et se faire confiance. D'ailleurs, je viens de lire le titre du livre d'Éloi Laurent, que je vous conseille, sur la coopération. Donc les habitants apprennent à coopérer et à se faire confiance. Et à partir de là, ce groupe, avec les conventionnements, donc ça crée plein de débats, ça sert de levier, et ça sert de levier de transformation de la société. Puisque, comme ça a été dit, des agriculteurs, on les aide à transitionner, donc à passer au bio, on les aide à évoluer pour nous fournir la nourriture dont on a besoin dans notre caisse de sécurité sociale de l'alimentation, mais on transitionne aussi avec les magasins. Il y a des magasins qui s'ouvrent, de producteurs, il y a des coopératives. On oblige parfois même, quand il n'y a pas de coopérative, la grande distribution à travailler. On travaille à la localisation, tout est local, tout est circuit court. Et ça, c'est important. Et donc, on recrée des emplois. Parce qu'un agriculteur ou un paysan qui revient dans le circuit, pas seulement en bio, mais qui se développe, parce qu'en même temps, si on convainc la ville que toutes les cantines scolaires, alors il y a la loi Egalim, c'est 20% de bio dans les cantines, mais si on les convainc d'aller plus loin, à Paris, on est déjà, je crois, à 46%, parce que la population est en demande, il y a un rapport de force qui se crée. Et donc on pérennise le travail des agricultrices et agriculteurs et des paysannes et des paysans. J'utilise toujours les deux mots, parce que
Comme ça, je suis copain avec tout le monde. Et on les pérennise. Et avec une régie publique de la restauration, on peut faire des contrats sur 3, 4, 5, 12 ans. Et donc, à partir de là, il y a un circuit qui se fait. À partir du moment où ce circuit levier municipal ou collectif existe, bon, il y a aussi les EHPAD, il y a les cantines d'entreprise, on fait boule de neige. Et là, ça devient systémique et on change tout dans cette société à travers la meilleure chose qu'on ait, ce qu'on met dans notre corps et dans notre bouche. Parce qu'il y a aussi les travaux du goût, la nutrition, la santé. Donc il y a un effet très très fort. Et je finis sur la santé, parce que et puis je passe la parole, parce que moi je suis barre. Mais enfin, il y a des études qui se font sur le bio, par exemple, et non bio. On sait bien que le non-bio, on voit bien l'explosion des cancers et d'autres maladies, alors que maintenant les études sur le bio montrent que ça fait baisser le taux de cancer environ de 26%. Ben oui, parce que le premier médicament ou alicament, on dit ça comme ça, c'est la nourriture qu'on prend dès le départ. Mais à force de mettre des doses de pesticides et d'intrants dans chaque nutrition, dans chaque plat, si je mange une salade, ben j'ai 30% de pesticides XY dans ma tomate, j'ai le droit à X microgrammes dans ma salade, mais tout ça, ça se cumule dans mon organisme. Et je les cumule et on mange, je crois, une carte de plastique, de visite en plastique toutes les semaines. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ça, il faut que ça s'arrête le plus vite possible, parce qu'effectivement, on ne verra les résultats que dans 1 ou 2 générations. Donc on travaille pour nous aujourd'hui, mais aussi pour la transition écologique, la bifurcation plutôt écologique, et la réussite du vivre ensemble, y compris pour les générations futures. Oui, alors justement, puisqu'on parle de la santé, et qu'on a évoqué tout à l'heure le financement, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est évalué grosso modo autour de 180 milliards d'euros. C'est pas une paille, hein. Et donc il va falloir trouver des financements pour ça. Or, on sait qu'il y a de l'argent disponible à aller chercher, mais par ailleurs, on sait aussi qu'une partie de cette somme va venir par vase communicant de la santé sur 1, 2 générations. Oui, effectivement. Ces derniers mois, on entend pas mal parler de santé globale. Donc c'est ce grand lien entre agriculture, alimentation, qualité de l'eau, qualité de l'air, état de santé de l'humain. En fait, cette espèce de grand cercle-là qui est interconnecté. Et c'est évident que si on vient par des petites actions de levier, limiter la maladie par la qualité de l'alimentation, qui dit plus agriculture biologique dit potentiellement moins de pesticides, ou en tout cas moins de pesticides de synthèse. Donc une moindre pollution de l'air, donc une moindre pollution de l'eau. Je n'ai pas dit plus, faut pas rêver, parce qu'on est en train de se taper les pratiques agricoles qui ont été faites dans les années 60, on est à peine en train de commencer à les avoir dans l'eau potable. Je vous laisse imaginer, on a 50 ans devant nous au niveau potabilité de l'eau, où ça va être assez médiocre. Donc c'est tout cet argent qu'on va récupérer petit bout par petit bout, en ne le dépensant pas au bénéfice de la santé globale, qu'on va réussir à récupérer une part de cette manne financière. D'autant que, si je ne m'abuse, la sécurité sociale de la santé en ce moment, c'est 145 milliards à peu près. À peu près. Oui, largement, oui. Alors évidemment, il faut parler des recettes. Parce que qui dit expérimentation, il y en a une quarantaine aujourd'hui en France, et on voit bien ce qui se passe. Les cotisations, parce que comment on travaille les recettes? Il y a chaque, on va dire, adhérent de la caisse de sécurité sociale alimentaire de sa ville ou de son territoire cotise. Forcément, on ne cotise pas la même chose quand on est au cadre ou quand on est au RSA. Mais ça, la moyenne pour l'instant, si je me souviens bien, c'est 26% de la caisse. Donc il faut trouver tout le reste pour que ça tourne. Donc ça pose problème. Alors effectivement, il y a les régions, les métropoles, les territoires, les villes qui mettent au pot. Il y a des mutuelles qui mettent au pot. À Montpellier, qui est la première expérimentation, il y a la Banque des territoires qui a annoncé participer. Mais si, ça, je revends ma casquette de fonctionnaire, si tous les territoires demandent 300 000 € à la Banque des territoires pour les 40 expérimentations, ça ne va pas le faire. S'ils acceptent, ce serait génial. Mais donc, il y a un travail à faire sur la pérennisation de ces expérimentations. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, toute la partie démocratique, toute la partie conventionnement, c'est génial, c'est la base, ce qui fait mais derrière, s'il n'y a pas les sous, on risque de se coincer. C'est pour ça que la proposition de loi déposée par
M. Tavernier et ses collègues, par plusieurs groupes d'ailleurs. Charles Fournier. Charles Fournier, oui, il y a plusieurs, je confonds, il y en a plein. Enfin, par tous ces députés, elle a un intérêt, c'est qu'on peut montrer que ça fonctionne et que c'est un vrai levier de transformation de la société. Et dans la joie, parce qu'on se fait des repas, des banquets, des repas républicains, enfin on mange tous ensemble, quoi, et on se fait des tables partagées. Mais il y a aussi, alors là je vais en faire la promo, je suis dans un groupe de travail d'un mouvement dit nuageux, enfin la France Insoumise pour être clair, avec Dominique Paturel et d'autres scientifiques et d'autres, on est une 70 membres de toute la France à avoir travaillé une proposition de loi de création de la 6e branche de la sécurité sociale. Là, donc on va plus loin, on met déjà la pierre d'après celle de l'expérimentation pour permettre d'avoir les recettes. Alors on est très provocateur, y compris à l'intérieur de la France Insoumise, dans le sens où c'est assez en débat, hein, donc je vous passe le débat. On a fait exprès de mettre un financement, une recette par une cotisation de 15% à l'employeur. En gros, comme pour la Sécu en 45-47, c'est les employeurs de tout le pays qui nous payent la sécurité sociale de l'alimentation. Après, c'est à débattre, parce qu'il y a d'autres recettes, il y a les recettes fiscales, il y a d'autres recettes à trouver. Mais c'est justement pour provoquer le débat sur ce financement. Parce qu'effectivement, 150 € par mangeuse et par mangeur, plus un petit reliquat pour les investissements, parce qu'on souhaite qu'il y ait un investissement pour aider, par exemple, les agriculteurs à transitionner, pour leur effacer leurs dettes, parce qu'il faut bien les aider à un moment donné. Par exemple, c'est un cadeau qu'on peut leur faire dans la joie et la bonne humeur. On les efface leurs dettes et on les aide à venir dans nos conventionnements et à faire du bio et à rentrer avec nous. Je vais faire la promo de AgriParis-Seine, la ville de Paris et Hauts-de-Paris, qui finance les agriculteurs qui mettent moins d'intrants, qui se transitionnent, parce qu'en protégeant leur sol, ils protègent l'eau, tu l'as dit tout à l'heure, et donc il y a des bonus qui sont donnés aux agriculteurs pour protéger l'eau. Donc vous voyez que la sécurité sociale de l'alimentation, quand on commence à prendre par un bout ou par un autre, ça devient complètement systémique et ça change toute la société et ça pacifie la société. Je pense aussi que la sécurité sociale de l'alimentation est un vecteur de paix entre les citoyennes et les citoyens, entre les agriculteurs, les gens de la ville, les distributeurs, entre tout le monde. Et ça, c'est très très important. Donc on peut s'engueuler sur les recettes, il faut qu'on s'engueule sur les recettes pour aboutir à un moment donné à un panier de recettes qui conviendrait à la majorité et qui serait voté à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc je vous laisse la porte ouverte pour quelles recettes complémentaires, pour ne pas en rester que tout sur le dos des pauvres patrons qui sont toujours assaillis par des charges qui ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. Attention au jeu de mots, hein, parce que voilà. Mais comment on partage les choses? Navigo, c'est 50-50 pour les transports. Voilà. Mais si on fait 50-50 pour l'alimentation, les autres 50%, on les prend où? Bon, après, j'ai des idées, mais je laisse ouvert. Oh, allez, on y va dans les idées un peu. Oui, Dimitri, vous vouliez parler? Bonjour. Il y a un organisme qui s'appelle Réseau Salariat qui travaille beaucoup sur la sécurité sociale de l'alimentation. Eux, ils proposent de salarier les gens, toute la chaîne de production de l'alimentation. Donc ça part des agriculteurs jusqu'au réseau de distribution. Donc ils proposent de salarier tous ces gens. Ça permet d'abord un revenu décent aux agriculteurs, même si pour le moment il y a des très riches et des très pauvres. Et ça permet aussi de contrôler les super profits de la distribution de l'alimentation. Et ça, c'est une source aussi de recettes supplémentaires importantes, me semble-t-il. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Allez, l'agricultrice va commencer par répondre. J'avoue que globalement, les imaginaires du salariat en agriculture sont portés depuis Lénine. Hein. Voilà, à peu près. Si ça n'a pas percé, c'est parce qu'on est des entrepreneurs qui avons déjà à notre charge, à perte, notre outil de travail. Nos salariés, en plus, comment dire, ça sent un peu la réappropriation intellectuelle. Si c'était sur une toute petite part, en fait, ça vous ferait payer votre alimentation à un coût que vous n'imaginez même pas. Le temps qu'on passe pour faire pousser une salade, rien qu'une salade, un truc que vous achetez à 1,99 € à Lidl, et ben rien que ça, si on vous le faisait payer à la réalité du temps de travail et des intrants, en fait, vous ne mangeriez pas. Donc le salariat, ça aura ses freins, à mon avis très personnel et à l'avis de tous les autres au niveau national, à part Réseau Salariat. Sur les distributeurs, ok, mais ils poussent jusqu'à l'agriculteur.
Et c'est le côté poussé jusqu'à l'agriculteur où là, ce sont les seuls membres du collectif à porter cet aspect-là. Et il y a un jeune homme qui a levé la main au fond. Non, mais parce que il se trouve que je suis membre de Réseau Salariat. Et ça, c'est plus la vision long terme. Après, il y a plein de façons d'envisager des Mettez votre micro transitions. plus haut. Pardon. Ça, c'est vraiment le projet sur le long terme, parce que c'est ce qui a été fait dans le secteur de la santé, avec des médecins très libéraux qui ne voulaient pas non plus être salariés, être conventionnés, etc. Mais après, sur le court moyen terme, il y a plein de manières d'envisager la transition. Et sur la question de à quel point on paierait, enfin à quel point ça nous coûterait cher, le but c'est pas que les agriculteurs continuent à faire 80 heures par semaine, c'est au contraire de remettre des gens aussi dans l'agriculture. Donc ça veut dire qu'il y aurait des salaires, mais pas forcément payer 80 heures de travail d'un être humain par semaine, quoi. Avec un peu de chance, enfin pas avec un peu de chance, disons que dans l'idée, le but c'est pas que les agriculteurs gardent leur charge de travail, quoi. Non, j'entends, mais s'il faut 80 heures par semaine de temps de travail humain, que ce soit 1, 2 ou 3 personnes, ça fera 80 heures de travail pour produire votre salade, quoi qu'il en soit. Ça, c'est incompressible, le temps qu'on passe pour produire de l'alimentation. Donc que ce soit incarné par un humain, 2, 4 ou 12, ça sera 80 heures à salarié, avec les charges sociales incluses. Cotisation. C'est super. Bonjour, alors moi je travaille justement sur les fermes collectives. Donc par rapport à ce qu'il dit là, en fait l'idée c'est de faire des travaux saisonniers, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a un modèle d'agriculture qui est basé sur des chefs d'entreprise. Donc en gros ils ont pensé l'agriculture comme des usines. Et alors oui, ça fait économiser des coûts, ça fait produire beaucoup, mais effectivement en fait on a complètement perdu la notion d'unité de temps de travail par produit. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la salade c'est 15 euros le kilo. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement tapé dans l'esprit des gens qu'il faut avoir des prix bas. En fait, on oublie que les prix, ils sont tous subventionnés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est des salaires hauts. C'est pas des prix bas, c'est des salaires hauts. On est vraiment, il faut qu'on puisse payer 15 euros la salade. Alors, peut-être pas 15 euros la salade, plus de 8 euros la salade, mais ces 15 euros, c'est les fruits des bois. Comme moi, quand j'étais petit, je me baladais dans les bois, les fruits des bois, c'est gratuit. Aujourd'hui, en supermarché, c'est 30 euros le kilo, les fruits des bois. Ça, c'est incroyable. Je reviens sur la question, sur la réponse par rapport au monsieur. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner les agriculteurs en proposant justement des missions de saisonniers. C'est-à-dire que l'agriculteur qui est professionnel, il va faire son travail comme d'habitude. Et en fait, le moment où il a besoin vraiment de main-d'œuvre pour pouvoir aller rapidement sur des tâches, en fait, c'est justement de pouvoir déléguer 3 heures à une personne. Effectivement, il sait qu'il va passer 15 heures sur une parcelle, et ben, s'il arrive à avoir 5 personnes, il fait 5 fois 3. Et en fait, justement, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des économies d'échelle. On va plus vite en une après-midi avec 5 personnes que justement en faisant le même travail avec une seule personne. C'est-à-dire que là, on peut même faire 2 parcelles avec 5 personnes en une après-midi, par exemple. Alors, voilà plein de pistes. J'en rajoute une. Puisque les collectifs de sécurité sociale et alimentation sont des lieux de démocratie et des lieux de reprise du pouvoir. Donc tout ça, y compris les recettes, mais aussi la forme travail et la forme du foncier et la forme de l'entrepreneuriat doit aussi être travaillé, discuté avec tout le monde dans ces collectifs de SSA. Et donc moi, ma pierre, c'est... il y a Iliane Moundib qui est pour une sécurité socialisation de tout, sécurité sociale du funéraire, des transports, de l'alimentation, tout serait sécurité sociale. Pourquoi pas? Ça se discute. Moi, ma 6e République, donc après celle-ci, c'est une société où il n'y a plus d'entreprises privées. Il n'y a que des services publics ou des coopératives qui coopèrent ensemble, y compris des SIC, sur des SIC. Parce qu'on peut vivre une sécurité sociale qui soit une SIC du producteur jusqu'au mangeur. Et donc pourquoi pas? Et ça peut se construire tout de suite parce que les statuts des SIC existent, les coopératives existent, on peut le faire petit à petit, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, parce que j'adore cette idée de transformation dans la paix, surtout en ce moment. Et donc oui, c'est vecteur de coopération, c'est pour ça qu'on parlait de coopération d'entraide. Et du coup, on serait tous sociétaires de notre sécurité sociale, de l'alimentation, comme on peut être tous sociétaires de la santé, de nos transports. J'ai même une idée, c'est que dès l'âge de 16 ans,
Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne parle pas ni pour mon ni pour mon patron fonctionnaire, ni pour mon territoire, ni pour même pas mon parti politique, et même pas mon syndicat, je suis à la CGT. Je parle juste pour moi. Moi, je rêve qu'à partir de 16 ans, parce que pour moi, la majorité politique et sociale, elle est à 16 ans, et pas que, on serait tous, on aurait pas des actions, mais du sociétariat, d'EDF, donc Énergie de France, qui regrouperait tout, qui serait un service public, de la SNCF, ici à Paris de la RATP, puisqu'on referait quelque chose, et l'ensemble des agents seraient aussi eux-mêmes sociétaires de leur entreprise. Et du coup, c'est nous qui déciderions. Parce qu'effectivement, on peut tous être patrons, on a tous le droit et le pouvoir d'être patron et patronne, et donc de gérer notre société. Bon, ça s'appelle un peu l'autogestion, mais ce mot-là fait peur. Donc je préfère parler de coopérativisme, mais ça revient au même. Et c'est possible. Après, il y a des gens qui me disent, mais tu te rends compte, au niveau de la France, c'est impossible, il faut forcément déléguer, toujours déléguer. Mais oui, on peut déléguer, mais on commence par le niveau local. Caisse de sécurité sociale de la santé, ça a été ça. Caisse de sécurité sociale de l'alimentation, transport, énergie, et on fait remonter. Voilà, hein, il y a bien plein de coopératives qui existent. Hein, je vais en citer quelques-unes, désolé pour la pub, mais bon, Enercoop et d'autres. Et petit à petit, tout ça va se combiner, ça va faire sens. Et l'idée, c'est qu'on reprenne, nous, le pouvoir là-dessus. Et que l'ensemble des bénéfices, parce qu'il faut faire des bénéfices, les bénéfices soient redistribués totalement. Et là, tout le monde aurait... Alors moi, je suis carrément plus loin. Je suis pour tout le monde ait le même salaire dans le pays, quel que soit le métier et quel soit le niveau d'études. Parce que l'éboueur de la ville de Paris qui meurt à 56 ans, qui n'a pas fait autant d'études que moi, moi je vais vivre plus longtemps, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas au moins le minimum le même salaire que nous. Une société, on est tous le même salaire, et du coup l'argent circulerait, il n'y aurait pas de fuite fiscale ou voilà, et on réinvestirait cet argent dans notre société pour le bien commun. Donc on est aussi sur la notion des communs. On s'éloigne. Pardon. On s'éloigne du sujet. Donc le sujet reste la sécurité sociale de l'alimentation, qui est effectivement une possibilité systémique. Cette sécurité sociale de l'alimentation, elle repose aussi donc sur une acculturation. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du côté éducation populaire. Oui, alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu ce mot, il m'a fait bizarre. Je me suis dit, quoi? Comment ça? Les bien-pensants vont éduquer les classes populaires? En fait, c'est pas ça. C'est vraiment se dire qu'on ouvre des espaces où chacun apprend de chacun. Et c'est ça qui est important dans l'éduc-pop. C'est-à-dire que moi, paysanne, je vais apprendre du cadre moyen qui va me dire que, en fait, il aime bien manger tel truc, ou que il aimerait pouvoir avoir plus de bio dans son palier, au même titre que la maman des quartiers. Enfin voilà, c'est vraiment c'est se dire qu'on est chacun porteur d'un savoir, quel que soit notre endroit social ou sociétal, et qu'on est là pour le partager, pour un mieux vivre en commun. C'est quand même ça, je pense, et ça revient à la construction des communs que tu abordes. Alors, il y a quand même un rôle qu'on ne peut pas totalement nier, qui est le rôle des scientifiques à l'intérieur de ça, pour apporter ce que nous ne savons pas. Oui, alors, le rôle des scientifiques en France, il est quand même particulier, je trouve. Moi, j'ai juste un BTS en poche, et ce qui déjà est pas mal élevé pour une personne dans l'agriculture. Il y a quelque chose du système technicien en France où on se sent l'obligation de se faire cautionner par des élites intellectuelles quand on fait quelque chose, qui peut nous amener à être peut-être en décalage avec les réalités de terrain. Et je pense vraiment qu'avec l'éduc-pop, en fait, on est tous porteurs d'un savoir. Pour autant, effectivement, vu le système dans lequel on vit, on est obligé de faire cautionner nos savoirs populaires par des scientifiques pour être entendus. Alors, c'était pas là que tu voulais aller. Non, c'est parce que c'était pas ça ma question. Ma question, c'était pas de savoir s'il fallait être cautionné par des scientifiques, mais si l'apport des savoirs scientifiques était un apport à partager avec tous. Complètement. On a parlé tout à l'heure de Bénédicte Bonzi et de son livre. Il est très éclairant. Elle a fait un travail que peu de Tu dis qui est Bénédicte Bonzi? Bénédicte Bonzi, elle est sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales, et elle a fait un livre qui s'appelle La France qui a faim, c'est ça? Oui, voilà, La France qui a faim, et elle a étudié, elle est allée sur le terrain voir les gens qui ont faim et qui vont dans les
les lieux de distribution de personnes en précarité alimentaire. Et elle a fait toute une étude du système et elle a fait une critique. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, hein, par exemple, les distributeurs qui redonnent leurs biens, qui ont un tampon qui leur permet de défiscaliser les dons qu'ils font à la distribution. Et les dons qu'ils font, souvent, c'est de la nourriture de mauvaise qualité, de la malbouffe. C'est pas des fruits et légumes bio qui sont redistribués. Il y en a, hein, mais pas beaucoup. Et donc, il y a un enjeu de développer ça. Enfin, je vais vite parce que son livre il est beaucoup plus dense. Je vous conseille de le lire. Donc, ces scientifiques et tous les scientifiques, je pense aussi à Pablo Servigne sur l'entraide. Là, il fait un cours en vidéo sur le cours de formation Sator. Ils sont très intéressants. La science qu'ils ont acquise doit permettre d'être redistribuée le plus gratuitement possible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, c'est un problème. La télévision française et la radio, en particulier les services publics, on devrait avoir des émissions avec tous ces scientifiques. Des émissions où ils nous parlent de leurs recherches, et pas que tout seuls entre eux, avec nous, avec les collectifs de la SSA, avec les habitants des quartiers, avec tout le monde, et pour partager ce savoir. Par exemple, je me souviens, je m'excuse, j'ai oublié le nom de cette sociologue, mais il y a une sociologue française qui a fait une étude, qui travaillait sur quelque chose et qui s'est rendu compte d'autre chose. 90% de la violence, puisque nous on veut faire la révolution dans la paix, la joie et la bonne humeur, en tout cas changer les choses de façon systémique. Cette sociologue, elle a remarqué que 90% de la violence dans notre pays, c'est masculin. Ce sont les garçons au collège, les hommes, 90% des représentants, et que ça coûtait 11 milliards d'euros à la société. Ben voilà, si toutes ces personnes-là apprenaient à coopérer, à s'entraider, à participer à la sécurité sociale de l'alimentation dans leur ville, dans les quartiers, peut-être qu'ils seraient moins violents, peut-être ça changerait les mentalités, parce que ça c'est important, ça change les pratiques et on apprend à coopérer en se faisant confiance. Et ces 11 milliards d'euros qu'on dépense à réparer les crimes et les délits et les bêtises de pas mal d'hommes et de garçons, 11 milliards d'euros, ça nous fait un bon paquet pour transitionner et pour financer notre SSA par exemple. Alors, je crois qu'on est bientôt en fin de conférence. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on aborde un dernier sujet? Non, pas de questions. Alors on va. Si? Oui. Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'expérimentation qu'il y a. Oui, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'expérimentation qu'il y a dans le 18e, du coup. Savoir. Alors, ça va être très rapide. L'expérimentation, la première qui avance dans Paris, c'est le 20e arrondissement. Il y a le 14e. Et dans le 18e, on en est seulement à créer notre collectif, est en train de se transformer en association MF101. Donc, on est vraiment au début. Et il y a un adjoint au maire qui a dans sa délégation maintenant la sécurité sociale de l'alimentation. C'est tout neuf. Et cet adjoint au maire est en train de faire la tournée des conseils de quartier pour alerter, informer le maximum d'associations et de citoyens. Et nous allons ensemble, j'espère, nous retrouver. Donc c'est là où il y a aussi ce débat, État, collectivité, élus et population. Donc il y a cet écart à travailler. Et puis qui dirige, parce que nous, la SSA, elle n'est pas créée, on va la créer. Mais si tu habites le 18e, bienvenue dans notre collectif pour l'élargir et l'agrandir. Et dans notre collectif, on y met la coopérative La Louve, on y met les producteurs d'agriculture urbaine du 18e, la champignonnière, les maraîchages sur le toit de la chapelle. On essaie de, les habitants de mon HLM, on met tout ce qu'ils veulent, en fait, tranquillement, sur le volontariat. Mais ça pose une question, ça aussi, et ça, c'est important, c'est notre relation à l'État. Et c'est une question qu'il y a dans notre proposition de loi de création de la 6e branche. Et ça, c'est un débat à avoir. Quelle relation on a? Parce que si on vote la loi, les parlementaires votent la loi, votent le budget, mais alors derrière, il faut un contrôle. C'est les hauts fonctionnaires qui vont contrôler ou pas. Qui contrôle? Qui prend la main après sur la sécurité? Même débat que pour la santé. Et donc là, il y a une vigilance à avoir sur, dans la loi, créer les conditions pour que les collectifs locaux et régionaux, puis nationaux, parce qu'il y aura bien un collectif national de la SSA qui aura un pouvoir, y compris d'interpellation des ministres du gouvernement et des parlementaires, pour que ce ne soit pas l'État et les hauts fonctionnaires qui reprennent la main. Voilà, parce que vous voyez, je vais prendre l'exemple avec EDF, mais au début, les fonctionnaires prennent la main, enfin les hauts fonctionnaires, l'État prend la main, et puis ensuite c'est privatisé, c'est divisé, et voilà, c'est pour ça que je reviens à mon idée où on soit tous sociétaires de notre société et de nos services publics et de nos coopératives. Il faut créer un nouveau statut là. Alors, on parle, avant de finir, on parle un peu des lois qui se présentent un peu dans le détail.
La loi présentée par le groupe écolo, donc en soutien avec les autres groupes du NFP, on va dire que ça existe encore, hein, parce qu'à l'époque où c'était déposé, ils étaient tous ensemble dedans. Donc c'est une loi qui porte à accepter, à valider le fait, accepter et valider le fait qu'il y ait des expérimentations, donc à leur donner une existence politique en tout cas, peut-être juridique, mais au moins politique, et bien sûr un financement sur ces expérimentations. Je crois que parce qu'il y a eu beaucoup de débats, la proposition de loi, elle est sur 30 expérimentations. Donc là, il faudra voir si on va à 40 ou pas, mais si on va à 40, il faut augmenter le budget. Donc il y a tout le débat budgétaire. Quel montant? Le montant du budget. Donc ça, c'est les parlementaires qui décideront entre eux. Et effectivement, notre travail de citoyen, c'est qu'aujourd'hui, c'est que l'ensemble des collectifs poussent l'ensemble des parlementaires du pays à voter cette loi d'expérimentation pour nous donner la place et l'existence politique qui nous permettent de dialoguer d'égal à égal avec les maires, les élus et le gouvernement pour avancer. Ça, c'est la première loi. Cette première loi, elle est passée en commission. Oui, alors elle a été présentée en commission parce que c'était la niche des échos. Vous savez, les partis politiques et les mouvements politiques ont une journée par an de niche où ils déposent leur projet de loi à eux. Et donc les écolos l'ont présenté. Malheureusement, il y a eu vous savez comment ils font, les autres partis, notamment l'extrême droite, ont déposé des milliers d'amendements, ça traîne, et arrivé à minuit, on ne peut plus voter cette loi. Heureusement, elle est passée en commission avant, elle était votée en commission. Donc c'est une loi qui a pour vocation de réussir à être votée. Et donc on attend la prochaine niche, ça va être ça, pour la déposer, et donc d'ici, on a un an en gros, pour élargir le mouvement populaire, élargir l'opinion publique, que l'opinion publique s'empare de la sécurité sociale et l'alimentation, pour alerter et pousser les députés et les sénateurs à voter cette loi, qu'on puisse enfin avoir une existence légitime et légitimée et politique qui nous permette de dialoguer et pourquoi pas discuter avec les mutuelles, avec la Banque des Territoires pour financer nos caisses et d'autres partenaires. Voilà, ça c'est la première loi. Et dans la foulée, mais la loi dont je vous parlais de création de la 6e branche, elle est encore en discussion en interne du mouvement des Insoumis, parce qu'avec mes amis et mes camarades, on a fait une petite erreur dans le temporel, c'est qu'on est arrivé un peu au moment où le fameux programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, était en reconstruction là, il y a quelques mois, et on n'est pas arrivé au bon moment, on est arrivé un peu après. Donc on bouscule le budget. Mais sur le fond, tout le monde est d'accord. À terme, il faudra arriver à créer cette branche et voir peut-être d'autres. Et le débat qu'il y a, c'est ça. C'est comment les financements, c'est la relation à l'État, qui dirige, qui a le pouvoir dans la caisse de sécurité sociale et alimentaire et locale et régionale et nationale, ne pas se faire piquer ce pouvoir-là, comme la sécurité sociale de la santé, hein, on l'a perdu en 67, et depuis ça ne cesse de s'aggraver. Il faut reprendre le pouvoir sur l'ensemble de la conception et de la sécurité sociale dans toutes ses dimensions. Pardon, je suis bavard, mais voilà. Donc effectivement, c'est un travail à mener. Votons déjà la première loi, et puis une fois que ça avance, il va y avoir des difficultés. On va expérimenter, on va se planter, il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont réussir. On va échanger, il y a un réseau national, il faut qu'on soit tous dans le réseau national pour échanger. Comment tu fais? Toi, vous avez fait comme ça, nous on fait comme ci. Ah, tu as eu les financements de la mutuelle? Ah ben non, on l'a pas, pourquoi? Etc. Et qu'on puisse échanger et progresser. Et créer un mouvement, c'est Victor Hugo qui disait ça, hein, non, c'est Marx, les deux. Quand l'idée s'empare du peuple, elle est irrésistible. Et ben, il faut que l'idée de la SSA, qui change toutes nos vies pacifiquement, c'est ça qui est très beau. On n'est pas en guerre, ni contre personne. Et on arrête les divisions entre producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs. Et on casse toutes ces divisions et on se retrouve tous ensemble dans un même rapport de force. D'où la prise de pouvoir pacifique et utile quand même, parce que ça nous fait manger sainement. Alors une question pour toi. Le rôle des syndicats paysans, qui sont aussi divers que variés, et des chambres d'agriculture, ça peut être quoi dans ce type d'organisation? J'ai l'impression, peut-être que le jeune homme du réseau salariat pourra préciser, mais qu'à l'heure actuelle, les chambres ne sont pas du tout dans le dispositif chambres d'agriculture, hein, donc qui sont censés être un peu le sous-représentant du ministère de l'Agriculture au niveau local. J'ai pas l'impression qu'ils soient partie prenante. Les syndicats, alors la Confédération paysanne, qui est un des syndicats agricoles minoritaires, porte cette question, puisqu'en fait, les 150 €, ça sort de leur travail à eux.
Donc c'est les seuls à vaguement en parler parce qu'on parle aussi, et c'est le petit point sous-jacent sociétal à ça, de transformer la société, puisqu'on parle d'avoir au moins 1 million de paysans là où on n'en a plus que 400 000. Donc venez faire des forces vives. Et je vous effectivement, les formes collectives... ouais, on a 390 000 fermes. Exploitants, 390 000. Et en fait, sur les 390 000, en fait, c'est les exploitants, donc c'est généralement les compagnons, les propriétaires. Et après, il y a 750 000, c'est tous les enfants et les femmes ou le mari qui accompagne la patronne, je ne sais pas comment on dit. Conjoint collaborateur. Et après, il y a 750 000 de saisonniers, donc qui sont là à peu près 4 à 6 mois par an. Il y a ça, et en fait, dans les exploitations, ce qui n'est jamais compté, c'est assez complexe le statut agricole. L'agriculture, c'est un peu un état dans l'état en France, hein. Parce qu'on est tous sous une seule caisse de conventionnement qui s'appelle la mutualité sociale agricole, qui ne fonctionne pas comme le reste du monde. Flûte, j'ai perdu mon propos, du coup, tant pis. Il faut tenir compte de la diversité aussi, parce qu'aujourd'hui, la Confédération paysanne est membre fondatrice du collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation, mais il faut aussi travailler, accepter la diversité des statuts et du foncier. De plus en plus de collectivités territoriales achètent des fermes. La ville de Villejuif a acheté une ferme en maraîchage. La ville de Paris-Vieille-Poste a transformé un lieu qui était un centre de loisirs, un centre de colonies de vacances, en lieu, parce qu'il y avait des terrains en maraîchage, et qui augmente sa production à l'heure actuelle pour fournir les crèches et les écoles élémentaires. Donc voilà, là on a maintenant des agriculteurs, agricultrices fonctionnaires. Moi, ce sont mes collègues. Quand je vais voir c'est même l'avenir de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, voilà. Si on regarde l'agriculture, en fait, je reviens sur le sujet de base que la distribution de la nourriture. En fait, en termes de rentabilité, aujourd'hui, on ne peut produire que des produits de luxe de nos ancêtres. C'est-à-dire que c'est des pâtes, ça va être des huîtres, ça va être des confitures. Et en fait, on perd plein d'espèces à côté de ça qu'on ne peut pas manger. Alors justement, cette diversité, il y a aussi les coopératives. Il y aura, alors le réseau salariat, j'ai des amis dedans, ils me parlent encore de soviets, mais je ne suis pas contre. Hein. Un soviet, c'est le mot russe pour dire coopérative. Hein, on est plus dans les kibbutz. Non, en fait, je rigole. Oui, les kibbutz, etc. On a plein d'exemples. Il y en a beaucoup. Et donc cette diversité doit pouvoir exister. C'est pas un problème en soi. C'est chacun fait ce choix de vivre comme il l'envie. Mais c'est vrai que moi j'ai des amis paysans, parce qu'à la Confédération paysanne, ils préfèrent s'appeler paysans et paysannes. C'est leur choix. Mais ils me disent qu'ils aimeraient bien eux être à plusieurs pour pouvoir un peu prendre de vacances, pour pouvoir un peu avoir de congés payés. Et donc, oui, donc l'idée de coopérative, mais il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être 2 fermes qui se partagent, qui coopèrent. Donc, effectivement, l'entraide et la coopération, là, j'en parle comme ça vite fait, mais ça vaut une séance en soi de formation, de travail. Et puis, après, il y a le foncier. On n'en a pas parlé beaucoup, mais ça coûte cher. Qui est propriétaire de quoi? Qui achète les terres aujourd'hui? Qui achète les forêts? Il y a des Chinois, voilà. Comment on se réapproprie ça? Comment on socialise? Parce que c'est ça le grand mot. Alors sous une forme de la socialisation de ces moyens de production et des matières premières. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'avoir un salaire unique et d'avoir une répartition, en fait, idéalement, en fait, justement, il faudrait que ce soit les collectivités locales qui soient en possession, si j'ose dire. Justement, en fait, elles favoriseraient plutôt le système de sociétariat des habitants. Moi, je préfère que ce soit les citoyennes et les citoyens ensemble, avec les élus dedans, les collectifs de la SSA qui le fassent. Ce que je veux dire, c'est les habitants de posséder... imaginons, j'ai été élu moi avant, j'ai fait 2 mandats, je suis de gauche, je fais une régie et j'achète les fonciers, je préempte et tout, on achète tout, on a des sous, on achète tout. Demain, je perds les élections, vient quelqu'un qui est contre ça, il reprivatise tout. C'est ce qu'on n'arrête pas de vivre depuis des années, c'est ce que fait le système capitaliste. Il privatise ce qui est rentable, et mutualise ce qui n'est pas rentable. Et en général, quand il faut investir, hein, c'est nous qui payons de notre poche, hein, les autoroutes, tout ce que EDF, tout ça. Et une fois que ça devient rentable, paf, c'est privatisé. On leur a tout donné. Le capitaliste, il vient, il met 100 balles, il met une pièce dans la machine et il en tire des millions. Ce que je voulais dire, c'est que les collectivités servent d'arbitre là-dedans et pas justement d'avoir une décision finale, en fait. Alors c'est là où on peut, et c'est là où la démocratie, et on revient à la première question de départ, et c'est bien parce que comme ça on aura bouclé la boucle, c'est là où la démocratie, qui commande? On est en république et c'est le peuple, le souverain c'est le peuple.
Voilà, c'est marqué dans notre constitution. Le souverain, c'est le peuple. Donc, à un moment donné, si les élus doivent être capables de laisser la main à la population locale et de n'être que, on va dire, leurs représentants, donc leurs vecteurs. Si la Caisse sociale alimentaire décide, je dis n'importe quoi là, j'invente, hein, d'acheter un terrain, et le maire et son équipe municipale doivent pouvoir suivre ce mouvement-là et accompagner ses habitants. Parce que moi, j'ai des rêves de prospective. J'en fais beaucoup de la prospective avec d'autres camarades. Effectivement, je serais bien d'inventer aussi des communes et des villages coopératifs. Il n'y aurait plus de propriétaires terriens. On serait tous copropriétaires de notre village et de toutes les terres du territoire donné. Hein. Je vais en prendre un exemple théorique. On est tous copropriétaires. Après, là où il y aurait débat, c'est... Moi, j'habite le 18e. Qui habite en haut de Montmartre? Qui habite Porte de Clignancourt? C'est pas la même chose, hein. Tout le monde préfère habiter en haut de Montmartre qu'en bas. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Mais voilà, non, mais ou dans le village, préfère être au centre du village ou à l'extérieur, etc. Et donc ça, c'est là où la coopération, le collectif, l'entraide, le débat et l'acculturation, on décide ensemble des critères, ensemble des choix. Les élus derrière, y compris locaux, régionaux, nationaux, doivent pouvoir être juste ceux qui, les représentants du peuple, comme à la Révolution française, qui votent ce qu'ont décidé les collectifs locaux de la sécurité sociale alimentaire ou des autres sécurités sociales. Ou voilà. Si c'était juste ça, ce serait super, parce que là, le peuple exerce pleinement sa souveraineté et son pouvoir. C'est enregistré, c'est pour ça. Ah oui, c'est enregistré. Moi, j'ai entendu parler de la sécurité sociale alimentaire, mais par une autre personne, parce que là, vous, c'est un côté qui serait... je suis malheureusement arrivé plus tard, là, trop tard. Ça a commencé trop tôt. Mais vous, c'est un côté qui serait quand même lié à l'environnement et à l'écologie. Mais ceux dont je l'ai entendu parler, c'est avec Beauvais et la FNSEA. Ils s'en défendent. Est-ce qu'il y a dans votre équipe là, un jeune qui est ingénieur dans le domaine agricole et qui est de Saint-Étienne? Personne? Là, pas ici. Non, dans vos équipes d'une manière générale, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que moi, je l'ai rencontré, ce garçon, il y a plus d'un an, et il avait fait une petite bande dessinée avec son modèle de sécurité sociale alimentaire. Ça vous dit quelque chose aussi, madame? Bon. Donc en fait, il n'y a pas que vous. C'est encore des patates et c'est une collaboration entre Ouais, Ingénieurs sans frontières. Exactement. Je sais plus. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Si. En fait, avec nous directement, là physiquement, non. Avec le collectif national de la SSA, oui, même si... Sécurité sociale de l'alimentation, pardon. Même si Mathieu a été mis à distance par le collectif national, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que, vous voyez, à tous les niveaux, il y a débat et la diversité doit pouvoir exister et travailler. Et c'est de cette diversité qu'on va réussir à trouver les solutions ensemble. Ah, pardon. Merci beaucoup. Moi, c'est Mohamed Barro, je suis nutritionniste en santé publique. Et j'avais un questionnement en fait, qui me taraudait depuis longtemps. On m'entend mieux? Okay. C'était sur le parallèle en fait entre la sécurité sociale de l'alimentation et la sécurité sociale de la santé. Quand on y regarde en fait au plus clair, au niveau de la sécurité sociale de la santé, on l'utilise qu'une fois qu'on est malade, même si la santé c'est global et que ça tient compte de plusieurs éléments. C'est-à-dire techniquement, on y fait recours quand on tombe malade et heureusement pour nous, on ne tombe pas malade tout le temps. Ce qui fait qu'économiquement parlant, si tous ici, chacun cotisait, que si quelqu'un arrivait à tomber malade, il pourrait utiliser une partie de ce qu'on aurait cotisé. Ce qui fait que ça n'aurait pas coûté cher pour nous. Mais quant à l'alimentation, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, en tout cas, on mange tout le temps. On a besoin tout le temps de consommer. Ce qui fait que techniquement, même si on cotise chacun de nous ici, il aurait fallu techniquement cotiser beaucoup plus en fait. Ce qui fait que c'est un peu difficile de faire le parallèle direct. C'est bien pour l'expliquer en fait aux gens pour qu'ils puissent adhérer et qu'ils puissent comprendre. Mais c'est difficile en fait de faire le parallèle. Et du coup, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que le fait d'avoir cette sécurité sociale de l'alimentation, à la fin, ça ne va pas un peu aussi
dévaloriser l'image du fait que l'alimentation a un coût. Et c'est quelque chose qui est important. Ça doit en fait refléter, on va dire, on doit le payer. Quelqu'un doit mettre la main à la poche pour cela. Un exemple, par exemple, moi quand je suis en Mauritanie, parce que je viens de la Mauritanie, si je prends une ordonnance et que je paye, j'ai presque perdu l'habitude en fait de payer de ma poche en fait pour acheter un médicament. Je me dis, il suffit de sortir la carte vitale et c'est bon, on a le médicament. Et du coup, quand je vais en Mauritanie, ça me paraît bizarre en fait d'aller à la pharmacie et de payer moi-même le médicament. Et si on fait le parallèle à l'alimentation, est-ce que on veut en venir à là en fait pour que chacun se dise, ok, je vais manger, quel que soit, j'aurai pas à sortir en fait de ma poche pour pouvoir consommer. Bon, désolé d'être un peu lent, mais non, mais c'est une super question à tiroir. Alors, je vais peut-être répondre un petit bout. Je pense que le premier truc où il faut faire attention, c'est on préfère faire l'analogie à ce qu'a été la sécurité sociale de la santé. C'est-à-dire à ce qu'elle était au début, où elle était hyper bénéficiaire, hein, clairement pas du tout déficitaire. Et puis, un vrai distinguo, je pense, à faire entre les deux dispositifs d'un point de vue financier, c'est-à-dire que là, en gros, il y aurait 150 € par mois par mangeur. J'ose espérer que vous dépensez plus que 150 € pour vous nourrir par mois. Sinon, vous ne mangez pas grand-chose et la qualité ne doit pas être au rendez-vous. Moi, c'est à peu près mon budget semaine, en fait, si je veux être biosourcé et local. Et j'habite à la campagne, hein, je ne suis pas à Paris, donc il y a des trucs qui sont plus chers et d'autres moins chers. Donc il y a cet aspect-là et on ne vient pas donc mettre l'intégralité du billet, vous voyez, de vos courses pour le mois. On vient mettre un petit bout pour un bout choisi de votre part et de la part de la collectivité dans laquelle vous vivez. La santé, le problème, c'est, et vous avez raison, heureusement on n'est pas malade tous les jours, et heureusement parce que quand on voit le reste à charge, par exemple sur une journée d'hospitalisation, la réalité du coût d'une journée d'hospitalisation, on est entre 650 et 1250 € jour. Vous en payez 3 € je crois de votre poche. Donc c'est sûr que la différentielle de ratio pris en charge par celle de la santé est énorme par rapport à celle qui serait prise en charge par l'alimentation. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas faire de biais cognitifs, de choses très différentes. Voilà. Moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la petite provocation sur les recettes. Dans la proposition de loi qu'on espère déposer après celle des écolos sur l'expérimentation, on a un article qui dit que c'est 15% de cotisation de plus pour le patronat. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve les 180 milliards. On a simplement divisé 180 milliards par le nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise. On a été un peu rapide, mais c'est pour ouvrir le débat. Donc les sous existent pour payer ça. Il ne faut pas oublier aussi que la sécurité sociale, ce n'est pas que la santé et l'alimentation. Il y a 5 branches. Il y a la CAF, il y a les retraites, et j'en oublie une autre. Excusez-moi. Non, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Et donc il y a aussi un ensemble. Et qu'effectivement, on se rend compte sur le long terme, entre 1947 et aujourd'hui, la Sécu a souvent été déficitaire. Elle a été en 50, 51, puis en 56, il y a eu des moments. Mais quand elle était déficitaire en 50, c'était très simple. On augmentait d'un point, d'un demi-point ou de 0,2% la cotisation, et puis c'était réglé. Voilà. Et on peut dire quasiment que c'était pas un problème. Depuis que les gouvernements en 67 ont mis le patronat dans la cogestion de la sécurité sociale et que depuis l'État s'est servi amplement dans nos caisses, l'État ponctionne les caisses. Quand elles sont bénéficiaires, ils prennent l'argent. Moi, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, notre caisse de retraite, elle est critique. Mais elle est critique parce que l'État a pioché dedans des millions et des milliards il y a quelques années. Et maintenant, ils nous disent, regardez, vous êtes critique, vous n'avez plus de sous pour payer vos retraites, qu'est-ce qu'il faut faire? Capitalisation, payer plus cher, vous êtes malade, vous avez plus 3 jours sans être payé, etc. Donc tout ça, il faut le bazarder, il faut reprendre le pouvoir. Et c'est en reprenant ce pouvoir dans nos caisses, avec la population, qu'on va déterminer ensemble, dans le dialogue, hein, on ne va pas être violent avec les patrons. Hein, moi, j'ai rien contre les chefs d'entreprise, hein, je veux juste qu'ils payent leur juste part, comme nous, on paye notre juste part. Et on a vu, hein, il y a la taxe Zuckman en ce moment en discussion, des sous, il y en a plein. On peut les trouver, mais trouvons-les dans la paix, mangeons tous ensemble de la bonne qualité, bio, y compris avec nos chefs d'entreprise et nos élus, parce que moi je suis fonctionnaire, donc mon chef d'entreprise c'est le président ou le maire, en fonction de là où on est. Voilà, et on trouvera des solutions pacifiquement, tranquillement. Après, ça veut dire que ce système de sécurité sociale, il n'y a pas une minorité qui s'accapare les richesses, et puis les autres qui se démerdent. Voilà, ça c'est fini.
Et c'est fini de façon tranquille. Il n'y a pas de Lénine qui vient avec son fusil, etc. Il y a des citoyens qui s'organisent et qui créent un rapport de force pacifique par les élections aussi, parce qu'on vote nos représentants, nos députés, et que ça va changer tranquillement, j'espère, comme ça. Ouais, moi, je ferais bien une autre réponse, si vous m'autorisez. C'est aussi de dire que la différence entre la sécurité sociale de l'alimentation et la sécurité sociale de la santé, c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, elle arrive avant la santé. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte qu'on ne détériore pas la santé. Or, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles la santé est si coûteuse, c'est parce qu'elle est rendue coûteuse par tout ce qui a été mis en place et qui rend les gens malades. Si on supprime ça, ça devrait aller mieux. Pas tout de suite, mais relativement rapidement. Oui, juste peut-être pour rebondir là-dessus, il y avait un rapport qui était super intéressant sur le sujet qui s'appelle le coût injuste de l'alimentation, et donc qui revient là-dessus, et notamment qui montre que dans les dernières années, il y a 160% d'augmentation du diabète, et que du coup c'est un lien vraiment très direct entre les coûts de l'un et de l'autre, quoi. Voilà, juste. Voilà une autre source de recettes. De l'argent, il y en a plein. Il faut aller le chercher là où il est et qu'on se mette d'accord sur le panier des recettes. Oui, ça peut être la taxe sur les produits sucrés. Enfin, en fait, il y en a plein d'imaginables. Hein. Voilà, on peut imaginer taxer la malbouffe pour permettre une meilleure bouffe à tout le monde. Hein. D'autres questions? Questions, apports, enfin, je sais pas. Hein. En tout cas, je vous incite à participer là où vous êtes, aux caisses, aux groupements, s'il n'y en a pas, aux collectifs, aux associations qui souhaitent et qui essayent d'engager le débat avec la population pour créer des caisses des caisses de services social de l'alimentation partout où on est. Plus il y en aura, mieux ce sera, et qu'on puisse développer ce mouvement populaire et citoyen pour qu'il puisse devenir irrésistible. Il y a même des expérimentations en hyper-ruralité. Enfin, n'hésitez pas à en parler à vos potes, y compris ceux qui habitent en race campagne. C'est moins intuitif qu'il n'y paraît, même à la campagne. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont participé à des caisses? Un petit témoignage? Moi, ça vient de commencer. C'est la caisse du 14e arrondissement de Paris. Et on a créé l'association en avril et on doit commencer en septembre. Quelle spécificité par rapport à d'autres caisses? Vous avez déjà expliqué un peu déjà le principe de fonctionnement des caisses. Donc, il y a des différentes associations, collectifs d'élus locaux et de citoyens qui se rassemblent pour faire une sorte de conseil collégial et prendre des décisions pour, on va dire, flécher un certain nombre de dépenses alimentaires. En l'occurrence, nous, comme dans d'autres expérimentations, on va distribuer une allocation de 100 € à plusieurs centaines de personnes. Le nombre va évoluer dans le temps. Et l'argent, pour le moment, vient à la fois de subventions et de cotisations des personnes qui participent à la caisse. Et à terme, on envisage aussi, en plus de l'allocation, de l'investissement dans du matériel soit de cuisine pour des cantines, soit du matériel agricole pour justement essayer déjà de travailler avec les personnes qui participent déjà aux AMAP du 14e, et puis aussi éventuellement réfléchir au modèle de proches de Paris comme Villejuif et Paris-Vieille Poste, qui ont racheté des terres agricoles, parce qu'effectivement le foncier ça va être un très gros souci dans très peu de temps. Voilà. Merci, c'est une belle expérimentation. Je crois qu'ils sont toutes belles. Vous voulez témoigner, madame? Ah, vous êtes du 14e aussi? Ah. Vous m'intéressez du coup. Alors attendez, parce qu'on va vous passer un micro. Alors oui, je travaille avec la caisse du 14e et j'ai essayé aussi la caisse du 20e avec Bénédicte Bonzi. Et j'ai cherché pour le 18e et le 18e, j'ai jamais eu de réponse du coup. Et comme je travaillais à la coopérative, la COP 14 du 14e, c'est comme ça que je me suis rapprochée de la mairie du 14e. Demain, on anime un atelier justement sur la sécurité sociale de l'alimentation et d'autres choses qui sont en lien.
dans le 14e. Merci. Alors, pour Et le dans le 18e, vous venez... 18e, ça m'intéresse également. venez me voir à la fin. S'il y a plein de gens du 18e, moi, je prends les coordonnées de tout le monde et on développe notre association. Alors, est-ce qu'il y a quand même une différence, je dirais, entre justement une caisse rurale et une caisse très citadine? Parce qu'en matière de circuit court, en matière de production, on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les villes en France. Oui, c'est ça. Moi, je vais parler de la ruralité où on se dit ah bah tiens, il y a plein d'agriculteurs autour, donc ça va être facile. Moi, je vous avoue que je vis dans une commune où on est 400 habitants. C'est Pépouze. Il n'y a pas un maraîcher. Il y a 2 viticulteurs et un éleveur bovin qui a 350 hectares autour de la commune. Donc en fait, c'est le plus gros paysan du coin, si on peut appeler encore ça un paysan. Je mange pas beaucoup de bœuf, un peu, mais pas à tous les repas. Donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir se conventionner, y compris à la campagne. Enfin, vous voyez, tout de suite, 18e, on se dit, ouais, 14e, on se dit le foncier, compliqué, où est-ce qu'on va faire pousser nos légumes? En campagne, on se dit, bah, tranquille, il y a de la terre, mais en fait, ouais, mais il n'y a plus les agriculteurs. On en revient à notre nombre d'actifs de tout à l'heure, mais c'est pas avec même les 800 000 actifs français du secteur agricole, tout confondu, hein, ça inclut le pinard là-dedans, hein, et vous le mangez pas, vous le buvez, et ça fait quand même pas grand monde pour produire l'alimentation de tout le monde. Donc voilà, si certains ont envie de bifurquer, vraiment, venez vous plonger les pieds et les mains dans la terre, c'est salvateur. En fait. Alors effectivement, c'est pas la même chose, et il y a un vrai travail, puisque nous à Paris, on ne fait pas pousser grand-chose. Il y a un peu d'agriculture urbaine dans Paris, mais ça ne suffit pas pour nourrir, par exemple, les 220 000 habitants du 18e. Je ne sais pas combien il y en a dans le 14e, mais ça doit être pas loin, la même chose. Voilà. Donc effectivement, et ça, il y a une question du travail des coopérations intercommunales et des coopérations territoriales avec qui achalandent Paris. Alors on me dirait, il y a Rungis et ça vient de toute la France, par train, par camion, etc. Mais peut-être qu'il va falloir que ça change un peu, ça aussi. Hein. Et donc je le sais, puisque ici la ville de Paris a quand même un plan alimentaire territorial, et ils ont créé une association avec d'autres territoires de coopération qui s'appelle Agri-Paris-Seine. Et donc on a un bout de Lyon, on a la métropole du Grand Paris, et puis toute la Normandie jusqu'à Rouen et Le Havre qui coopèrent. Et donc, ce qu'on voit dans les études, c'est que de Lyon jusqu'au Havre, il suffirait de 62% des terres agricoles pour nourrir toute la population de Lyon au Havre, toute la population des territoires que je viens de citer. Je vais vite, hein, mais voilà. Sauf que, problème, comme chez toi, la plupart des agriculteurs, ils font de l'exportation. Et ils ne font pas forcément des produits, voilà, quelqu'un qui fait du soja ou du bœuf, etc. Donc il y a aussi un travail d'accompagnement des agriculteurs, agricultrices, paysans et exploitants agricoles, comme ça j'ai tous mis, pour qu'ils transitionnent et qu'ils bifurquent. On a besoin de protéines, donc de protéines végétales, j'ai oublié le nom, voilà. Et donc il faut aussi qu'ils transforment leur production pour nourrir ne serait-ce que les marchés publics, des écoles, des EHPAD, des cantines, mais après l'ensemble de la population. Donc ça c'est en cours. Il y a besoin aussi, dans le cadre des caisses de sécurité sociale et de l'alimentation, d'avoir ce dialogue avec les agriculteurs. Nous, ici, on peut aller... J'en connais à Orléans, j'ai un ami qui est agriculteur à Orléans. Il est prêt à nous fournir, mais pour l'instant, il fait des fleurs. Parce que, voilà, mais il est prêt à changer, mais parce que pour l'instant, il n'y a personne qui lui dit vas-y, viens, on t'octroie un marché sur 3, 4, 5 ans, on t'assure un revenu décent, et là, tu y vas, quoi. Tu changes et tu produis, etc. Avec tous les changements qui impliquent. Parce que derrière, il faut des financements. Hein. Le matériel, c'est pas forcément le même. Etc. Pardon. Les semences ne sont pas les mêmes. Hein. Les fleurs, c'est pas bon, etc. Donc, il y a des pratiques qui doivent changer. Et donc, on doit pouvoir accompagner tout ça, mais tous ensemble. Et c'est là où la rencontre des caisses locales de la sécurité sociale. Si ce copain d'Orléans, il vient ici, il nous explique voilà comment je vis, voilà ce que j'ai, voilà ce que je fais, voilà ce dont j'ai besoin pour répondre à vos besoins à vous de nourriture, et nous on dit ah super, tu as besoin de ça, dans la caisse on pourra se dire il y a un pourcentage d'investissement pour dire on va t'acheter le matériel ou la semence qui te manque, on va participer à ta transition d'une façon ou d'une autre. Avec l'aide bien sûr, après il y a l'ADEME, il y a plein d'autres, et on fait des dossiers ensemble, on fait des dossiers de subvention ensemble, il faudrait tout faire ensemble, ce qui permet de faire en sorte que la sécurité sociale de l'alimentation soit vraiment populaire et que ce soit notre objet, notre co-création. Et donc quand c'est notre bébé, on le protège. Et on le défend jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que la loi soit votée et que ce soit effectif pour tout le monde et qu'on mange tous à notre faim, bio, de qualité et made in local. On a parlé que de la France, là.
Il y a des expérimentations ailleurs qu'en France. Oui, il y a en Suisse, en Belgique. Là, on m'a demandé, j'ai été auditionné par une députée italienne de démocrate, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, comme quoi, je suis œcuménique. Hein. Moi, je viens de dire du bien d'Agri-Parisène. Non, parce que je ne suis pas le méchant FI, comme on dit tout le temps. Je suis très méchant. Et donc, oui, c'est en train de discuter. En plus, en Italie, il y a tout un réseau de coopératives agricoles qui est intéressé. Il y a pas mal de bio. Donc, il y a des AMAP comme ici. Donc, voilà. Et ça va s'étendre de plus en plus. Effectivement, il va y avoir... et il y a un enjeu de création. Alors ça, c'est Dominique Paturel, qui est le spécialiste qui travaille là-dessus, qui réfléchit là-dessus, au niveau européen. Comment, pourquoi pas, travailler des sécurités sociales européennes, de l'alimentation. Et puis ça, mais après, c'est pareil. Moi, je mettrais aussi ça. Puis l'eau, il faut se partager l'eau, parce que l'eau est source de guerre maintenant dans pas mal de territoires de la planète. Voilà, l'alimentation, l'eau, la qualité des sols. La PAC. La PAC, il faut la transformer du coup. Mais là, je vais peut-être te laisser parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de la PAC, même si, mais effectivement, l'argent d'une partie de la PAC doit aller vers le bio. Et c'est un enjeu qu'il y a aujourd'hui. Quand on voit le gouvernement et certains députés qui veulent éliminer AgroBio, l'agence bio, etc., c'est juste pas possible. Ils vont à l'inverse de tout le mouvement des plans alimentaires territoriaux, de leur propre politique nationale de l'alimentation et donc du surgissement de la sécurité sociale de l'alimentation. Effectivement, mais ils vont dans le sens de la réindustrialisation de la France, par contre. Donc, compliqué d'être schizophrène au cours d'un même mandat. Mince, du coup, j'ai perdu mon propos avec ma petite blague. Ouais, la PAC, waouh, on pourrait passer plusieurs jours sur la PAC, politique agricole commune, qui a été refondue il y a 2 ans. Non, je pense qu'un des majeurs problèmes, alors, je vous dis ça, mais moi, je suis dans une filière, il y a 2 filières en France où il n'y a pas d'aide de la PAC. Le maraîchage, vos légumes, ils ne sont pas aidés par l'Europe, il faut quand même le savoir, et la viticulture. Ça, mis à part, les aides PAC sont données à la surface de la ferme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On veut être de plus en plus gros. C'est juste mathématique et logique. Plus d'argent pour être soutenu, donc de plus en plus gros. Une des choses qu'on pourrait venir changer, en fait, ce serait juste de changer l'aide en la passant de la surface à l'actif. D'un coup d'un seul, si vous êtes payé au nombre de salariés, vous allez laisser les tracteurs de 350 chevaux au garage, vous allez en prendre des plus petits, puis reprendre des salariés, remettre du travail humain, etc. etc. Enfin, c'est des modèles finalement sociaux et sociétaux qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Et malheureusement, nous avons à l'heure actuelle à la tête de notre État, et moi je peux me permettre de le dire, je n'ai pas de mandat électoral, qui nous emmènent, société, dans le mur en fait. Dans le mur au niveau de la santé, au niveau de l'avenir qu'on a, de vivre en commun, et sur ce petit bout de caillou qui s'appelle la Terre, et puis tous ensemble, quoi. Mais est-ce qu'il y a des lobbies aujourd'hui qui travaillent pour modifier cette PAC ? Des lobbies verts, les fameux lobbies verts dont on parle mais qu'on ne voit pas beaucoup. Oui, c'est ça, on en parle mais on ne les voit pas beaucoup. Et on n'en voit pas beaucoup non plus les impacts parce que ils sont comme nous, à petite alternative, minoritaire et en même temps une minorité qui sert cette majorité. Ça permet à tout le monde de dire, voyez, vous avez le choix, tu ne manges pas bio, mais fallait choisir. Alors qu'en fait, non, on fait d'abord le choix d'être dans la société dans laquelle on nous impose de vivre. Et puis après, on ménage ce qu'on peut avec ce qu'on a au milieu de tout ça, quoi. Alors, il y a quand même au Parlement européen des groupes, The Left, la groupe de la gauche, etc., qui permet avec la Confédération paysanne et les autres confédérations type paysannes des autres pays d'Europe qui se réunissent. Il y a un travail. Alors, c'est pas que du lobbying, c'est du lobbying, mais c'est aussi de la politique. Ils ont fait des manifs il n'y a pas longtemps encore devant le Parlement européen. Donc, effectivement, ça fait partie du mouvement. Et c'est là où, j'ai oublié le terme qu'on utilise d'habitude, mais le rassemblement des luttes, la jonction des luttes, la confluence des luttes, on va trouver des mots que vous préférez, mais justement le fait qu'on puisse se serrer les coudes entre ces confédérations paysannes, entre les collectifs de SSA locaux, et il y a quand même, si vous allez sur le site du collectif national de SSA, il y a tous les collectifs locaux, il y a les bases, il y a toutes les bases théoriques, tout est là, et il y a besoin, à mon avis, mais ça je leur ferai la proposition, de développer les expériences comme les témoignages de chaque caisse,
Et tout ce mouvement-là est un mouvement d'opinion, donc d'opinion politique, qui doit pouvoir pousser pacifiquement et dans la joie et la bonne humeur, comme tout à l'heure, avec les agriculteurs, avec les syndicats, et pas que les syndicats agriculteurs, les syndicats de salariés, hein, la CGT, Solidaire, la FSU, tout le monde, ils ont dans les lycées agricoles, il y a aussi des choses à changer dans l'apprentissage. Non, mais voilà. Et donc, il y a tellement de choses à changer que je pense que si ça part de la base avec les caisses locales de la sécurité sociale et alimentation, ça devient irrésistible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple s'empare de cette idée, la développe, la défend et la défend partout. Partout. Mais on peut aller très loin. Il n'y a pas que l'Europe. On peut aller aussi à la FAO. Hein. Il y a l'ONU. À un moment donné, il faudra bien que l'ONU se dise, tiens, c'est marrant ce qu'ils font en France. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils font ça. Tiens, c'est intéressant. Parce que la sécurité sociale française qu'on a mis après la guerre, elle a fait des petits partout. Moi, je suis à moitié portugais. Au Portugal, ils ont la Sécu. Ils ont le SNS, Service National de Santé. En Belgique, ils ont une Sécu, pareil, comme la nôtre, et qui est aussi avec des débats, les Italiens. Donc oui, on reste, je vais rester dans l'imagerie politique traditionnelle, on reste le pays de la grande révolution. Et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge en France, les autres nous regardent. C'est vrai qu'on a, en termes de représentation culturelle et politique, la France, elle est regardée toujours. Voilà. Et donc à partir du moment où on crée cette branche, si on est le premier pays à la créer, il y en aura d'autres qui vont suivre. C'est évident, ça va se développer. Mais aussi nos amis africains. Tu parlais tout à l'heure, tu payes là-bas, mais à un moment donné, ça donne des idées. Alors, dans le développement et dans le co-développement à égalité, oui, si on arrête de les piller et qu'ils arrivent à investir dans leur pays, dans une sécurité de la santé, dans une sécurité alimentaire et un système agricole et alimentaire local, national, qui soit de la même facture que la nôtre, sans imposer nos théories, créer avec leurs théories et leur culture, etc., on peut partager. Et il faudra bien, et ça c'est ma petite touche à la Pablo Servigne, mais avec ce qui va nous arriver entre 2030 et 2050, le climat, les changements climatiques, si on ne s'entraide pas, si on ne fait pas des réseaux comme ça solidaires et coopératifs, il faut qu'on soit résilient et robuste, qu'on puisse tenir le coup face à tous les changements climatiques et qu'on puisse, ça se trouve, moi j'ai un baobab chez moi. Alors, il ne sort pas parce qu'il fait trop froid l'hiver, mais il pousse. Voilà. Et voilà. Mais oui, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte à un moment donné. Je fais une provocation, mais il faut un peu d'humour aussi. Ça fait passer les idées. Mais voilà, et qu'on pourra coopérer au niveau international. Mais avec le changement climatique, il y aura moins de bateaux, il y aura moins de production. Il va falloir qu'on se partage et qu'on soit résilient et qu'on partage les choses plutôt que de se faire la guerre. Ce sera ta conclusion. Ouais. La tienne. Moi, j'allais rebondir en parlant de mutation. Tu rigoles, mais en France, en fait, cette mutation de l'agriculture, elle existe déjà, puisqu'en fait, le sud de la France est déjà en désertification. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais Perpignan, 2 jours de pluie en 2 ans. Donc, en fait, ils ont arraché les vignes et ils mettent des cactus à la place pour faire de la tequila. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à l'Académie du climat de cette organisation.